Donc là, l'idée, c'est de vous apporter une réponse claire. C'est une question pour laquelle il n'y a pas de réponse. C'est pas tout blanc, tout noir, comme d'habitude. Parce que, comme vous le savez, normalement, on opère plutôt les instabilités de l'épaule, c'est-à-dire dès qu'on a deux ou plus d'épisodes de luxation ou de subluxation de l'épaule. Donc des petits rappels, alors à propos de la luxation de l'épaule, la première notion, c'est qu'il y a deux pics de fréquence en termes de personnes. Il y a les sujets jeunes et puis les sujets âgés. La deuxième notion, c'est en termes de récidive, il faut savoir que plus on est jeune, plus on a un risque que ça recommence. Donc à 20 ans, moi je dis aux patients, il y a 100% de chances que ça recommence. Après 40 ans, on passe à 40% de récidive, et après 60 ans, c'est 15%. La troisième notion à retenir, c'est qu'on a une lésion labrale après la première luxation qui est dans plus de 90% des cas. Donc dans tous les cas, quasiment, on aura des lésions anatomiques après une luxation de l'épaule, à part dans certains cas particuliers, c'est par exemple chez les hyperlaxes. L'encoche humérale, on l'a dans la littérature, on retrouve entre 50 et 100% des cas. Donc ça veut un peu tout et rien dire. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette troisième notion, c'est que les lésions anatomiques s'installent dès la première fois et que ça explique la récidive dans la majorité des cas. La dernière notion, c'est que la récidive, elle dépend également, en plus des lésions anatomiques, du type et du niveau sportif. Donc comme vous le savez, les sportifs d'armée ou alors les sports de contact seront plus à même à se luxer que quelqu'un qui fait un travail de bureau, par exemple. La lésion labrale, qui est dite la lésion de Bankart, c'est un décollement de la partie antéro-inférieure de la glène, du labrum au niveau de la glène. Pourquoi ? Parce que la tête, elle va passer simplement en avant et en bas par rapport à la glène de la scapula. Et elle est associée à une distension de la capsule articulaire qui est tout autour de la glène et qui va également se distendre, voire se déchirer au moment de la luxation de l'épaule. Concernant les autres lésions, c'est-à-dire les lésions osseuses, on peut avoir une fracture toujours du bord antéro-inférieur de la glène, qu'on va appeler le body Bankart. Donc il peut des fois être un petit éculement au niveau de la glène, mais qui parfois peut être une véritable fracture. On peut également, ça vous le savez, avoir une encoche de la partie postéro-supérieure de la tête humérale. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la tête va partir en avant de la glène, et donc c'est la partie postéro-supérieure qui va aller taper contre la partie antérieure de la glène. Et donc on appelle ça une encoche de Malgame, une encoche de Hill-Sachs. Donc ça c'était pour avoir un petit peu les termes et les rappels. En termes d'intervention pour stabiliser l'épaule, les plus courantes, on a d'abord l'intervention de Bankart qui consiste à faire une retention capsulo-labrale antérieure. Donc ça c'est une intervention qu'on réalise en 2024, toujours sous arthroscopie. Et ça va consister à aller d'abord aviver la partie antérieure de la glène, la partie osseuse et la partie du labrum qui a été déchirée, et puis ensuite à fixer tout cela sur la partie antérieure de la glène à l'aide d'encre. On a aussi, ça c'est un petit peu plus rare, mais j'en reparlerai après, c'est pour ça que je voulais le mettre dans les rappels, c'est l'intervention de remplissage selon Wolf. Et donc ça consiste sur les encoches humérales à aller combler cette encoche en plaquant la capsule et le tendon infraépineux dedans pour éviter, quand le patient va se mettre notamment en position d'armée, d'avoir une encoche qui va être engageante et qui va donner une nouvelle luxation de l'épaule. L'intervention la plus connue actuellement, c'est l'intervention de l'Atargé, donc c'est la butée coracoïdienne, que nous, à la clinique du sport, on associe à une retention capsulo-labrale. Donc nous, on appelle ça les butées Bankart. Et donc c'est une butée osseuse, premièrement, puisqu'on va prendre le processus coracoïde et on va aller le fixer sur la partie antérieure de la glène, qui va nous permettre d'augmenter la surface de glissement de la tête humérale sur la glène. Il y aura également, du fait du passage de la butée à l'intérieur du sous-scapulaire, un effet hamac avec une retention musculaire, surtout sur la partie inférieure du sous-scapulaire, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et puis on aura également une butée tendineuse grâce au tendon conjoint. C'est-à-dire que le tendon conjoint qui s'insère sur le processus coracoïde, quand le patient va se mettre en position d'armée par exemple, le tendon conjoint va se retrouver juste devant la tête humérale et va empêcher celle-ci, comme une sorte d'élastique, de repartir en avant. Qu'en est-il de l'immobilisation post-luxation ? Alors ça, c'est souvent des questions qu'on se pose.
Chacun fait un peu à sa sauce. Des fois, il y a des chirurgiens qui immobilisent 3 semaines, d'autres 4 semaines. Des fois, je vois même encore 6 semaines. Et c'est pas du tout clair dans la littérature. Donc c'était aussi l'occasion de faire un petit peu le point. On sait qu'après un premier épisode, on va mettre une attelle type coup de corps. Mais combien de temps? Est-ce que c'est 4 semaines? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Quel type d'attelle? Est-ce qu'on met une attelle en rotation interne, comme on voit dans la majorité des cas? Ou est-ce qu'il faut mettre les patients en rotation neutre, par exemple? Et est-ce qu'il y a besoin de réaliser des séances de rééducation fonctionnelle derrière? Donc comme je vous le disais avant, la littérature elle est absolument pas claire. La durée, on retrouve entre 3 et 6 semaines en fonction des auteurs. Et en tout cas, il n'y a pas de différence en termes de récidive s'il n'y a pas d'immobilisation. Donc il y a même des praticiens qui vont dire aux patients de ne pas être immobilisés juste à titre antalgique, parce que souvent on peut avoir des douleurs à cause de l'hématome par exemple, mais pas plus. Certains auteurs décrivent une immobilisation en rotation externe, même pas en rotation neutre, mais en rotation externe, ce qui va permettre d'avoir un peu plus de tension sur la capsule antérieure et sur le sous-scapulaire pour la cicatrisation. On sait aussi qu'on a des meilleurs résultats après 30 ans. Alors ça c'est souvent simplement parce que le patient, entre 20 et 30 ans, il est un petit peu moins laxe. On a des tissus qui sont un petit peu moins élastiques, et ce qui explique entre autres pourquoi on se luxe moins après 40 ans et encore moins après 60 ans. La rééducation post-immobilisation, on sait qu'il y a quand même entre 25 et 80% de récidive. Donc on se demande, est-ce que c'est utile quand même de faire de la kiné après un premier épisode de luxation de l'épaule? La problématique, c'est que le traitement chirurgical après un premier épisode de luxation de l'épaule, il pourrait être intéressant dans la population qui est le plus à risque de se reluxer l'épaule. Alors ça peut être intéressant pour diminuer tout d'abord le taux de récidive, ensuite pour diminuer les lésions labrales, capsulaires et osseuses, qui vont être de plus en plus importantes chaque fois qu'il y aura un épisode de luxation, pour pouvoir augmenter le retour au sport, au même niveau notamment, et pour éviter les complications qu'on peut avoir chaque fois que l'épaule va se luxer, qu'elle soit neurologique, que ce soit l'arthrose à long terme, ou que ce soit même des fois des fractures, notamment du tubercule majeur de l'humérus. Donc la population qui nous intéresse, c'est une population jeune, puisque je vous ai dit avant que c'était ceux qui se luxaient le plus, donc une population de moins de 30 ans, et les sportifs de contact ou d'armée, de lancer, notamment ceux qui font de la compétition. Donc quand on regarde dans la littérature, l'étude la plus intéressante, c'était une méta-analyse qui regroupait pas mal d'études et qui allait comparer les résultats à long terme et à court terme d'une intervention de retention capsulo-labrale selon Bancart versus un traitement conservateur, c'est-à-dire non chirurgical, chez des patients qui s'étaient luxés l'épaule pour la première fois. Donc il y avait 5 articles, il y avait quand même 348 patients. C'était un suivi qui était entre 2 et 12 ans. Et l'âge moyen, c'est une population jeune, donc c'était 23 ans, avec 90% d'hommes. Ce qu'on pourra retenir de cette méta-analyse, c'est qu'en termes de récidive d'instabilité, après une intervention de Bancart, on a vu 7 fois moins de récidive à court terme et 4 fois moins à long terme. Donc on est jusqu'à 12 ans dans le suivi. En termes de taux de chirurgie de stabilisation ultérieure, c'est-à-dire de récidive et donc de patients qui s'étaient fait opérer pour se faire stabiliser l'épaule, on avait 5 fois moins d'intervention après un Bancart qui était réalisé après un premier épisode de luxation. En termes de satisfaction, on avait quand même 2 fois plus chez les patients qui étaient opérés. Et il n'y avait pas de différence pour le retour au sport entre les deux groupes. Donc ça, c'était l'étude la plus intéressante. Ensuite, dans le reste de la littérature, ça corrobore un petit peu ce que je viens de vous dire. Le taux de récidive est d'environ 15% après Bancart versus 50 à 80%. Le retour au sport, il va être de 80% après Bancart, alors qu'il va avoisiner les 50% après un traitement fonctionnel. Et dans toutes les études, on trouvait quand même des résultats supérieurs du Bancart par rapport au traitement conservateur. Donc, encore une fois, le Bancart, pour un premier épisode de luxation, il avait de meilleurs résultats que quand il était fait pour une instabilité, c'est-à-dire chez les patients qui s'étaient luxés l'épaule plusieurs fois. Et ça, pourquoi? À mon avis, c'est parce que du coup, il y avait un peu plus de lésions installées chez les patients qui se luxaient plusieurs fois leur épaule. Concernant la butée, il y a un petit peu moins de travaux qui ont été retrouvés, et notamment, il n'y avait pas d'études qui comparaient la butée versus le traitement conservateur après un premier épisode de luxation. Mais par contre, ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, c'est une étude française de la clinique du sport de Paris qui nous parlait des résultats de la butée après un premier épisode de luxation. Et encore une fois, c'était de très bons résultats. Il n'y avait pas de différence entre une première fois ou alors un traitement d'une instabilité de l'épaule par butée sur le taux d'instabilité résiduelle
et sur le taux de chirurgie de stabilisation ultérieure. Pardon. Ça, c'est des petits rappels. Il faut savoir que en termes de perte osseuse glénoïdienne, on a une taille critique qui permet d'avoir une épaule instable. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 à 25%, on sait qu'on va avoir un risque très important de luxation itérative de l'épaule. Et on sait qu'il y a quand même de mauvais résultats pour une stabilisation capsulo-labrale quand on a une perte de substance glénoïdienne de plus de 13%. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que dès qu'on a une grosse perte de substance osseuse glénoïdienne, on va plutôt aller, nous en tout cas les Français, sur une butée et non une retention capsulo-labrale. De la même manière, quand on a une perte de substance osseuse au niveau de l'humérus, c'est-à-dire une encoche, on ira plus souvent sur la butée. Pourquoi? Parce que plus l'encoche est grosse, plus elle est luxante. Et le terme en anglais c'est off-track. Et ça va dépendre de la taille de l'encoche, mais également de si c'est associé ou pas avec une perte de substance glénoïdienne. On sait que, comme je viens de le dire, sur les pertes de substances osseuses, qu'elles soient glénoïdiennes ou humérales, on a de très bons résultats sur la butée coracoïdienne. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que si on devait poser une indication chirurgicale après un premier épisode de luxation glomérale antérieure, alors déjà c'est pas du tout protocolisé, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec le patient, c'est pas quelque chose qui est acté et qui est réalisé forcément en routine clinique. Donc, mais par contre, chez des jeunes patients, maximum 25 voire 30 ans, et des sportifs en compétition, notamment des sportifs d'armée ou alors des sportifs de contact, on peut proposer une chirurgie parce qu'on a vu qu'il y avait quand même de meilleurs résultats que si on faisait un traitement fonctionnel. Si on a une lésion labrale seule, on va pouvoir proposer une intervention de Bancart. Si on a un boni Bancart, c'est-à-dire une lésion osseuse au niveau de la glène, soit on va pouvoir déjà faire une ostéosynthèse de cette fracture de glène. On appelle ça une intervention de Sugaya. C'est comme une sorte d'intervention de Bancart, mais on va aller plaquer le morceau qui a été cassé pour le permettre de consolider. Ou alors, nous en tout cas en France, on aura facilement tendance dans ces cas-là à proposer une butée. Si jamais on a une encoche humérale, de la même manière, on ira souvent sur une butée. Il y en a certains qui vont décrire aussi le fait d'aller faire le remplissage de l'encoche avec un Bancart. C'est vrai que nous on ne le fait pas en première intention parce que c'est très enraidissant. Et aussi, ça c'est assez français aussi, tous les sportifs de contact et d'armée contrée, on aura tendance plutôt à leur proposer une butée plutôt qu'une retention capsulo-labrale. Dans tous les autres cas, on aura une immobilisation à faire après un premier épisode. Elle peut être en rotation interne, externe, peu importe, entre 3 et 6 semaines. Voilà.